Les amis, salut à tous, c'est Tech Planet GT. Aujourd'hui, on est venu en Italie pour découvrir le Skoda Enyaq iV Coupé RS. Franchement, faut suivre. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un bon SUV électrique? J'avais véritablement envie de le voir parce qu'apparemment, cette voiture déboîte. Et en plus, là, on est sur la nouvelle version qui est coupée à l'arrière sur la carrosserie. Est-ce que ça apporte quelque chose d'intéressant? Et véritablement, est-ce qu'on en est à la nécessité d'avoir des SUV coupés? On va répondre à ces questions et voir si cette voiture offre du kiff, surtout en version RS avec 300 chevaux de moteur. Les amis, laissez commence maintenant et préparez-vous, ça va être de la bonne humeur, du kiff et de l'amour. Automobile électrique, on y va, intro. Bien évidemment les amis, aujourd'hui on va parler de la version coupée. C'est un petit peu particulier d'avoir un SUV coupé mais qui garde 5 portes, je le sais, mais comme on n'avait pas encore pris le temps d'essayer le Skoda Enyaq, parlons quand même un petit peu dans sa globalité du style. Surtout qu'ici on a la version RS qui forcément se veut un petit peu plus dynamique, un petit peu plus méchante, agressive, et du coup il faut qu'on aille regarder un peu ce qui se passe sur la face avant. Déjà de base il faut absolument qu'on parle de cette calandre parce que vous avez peut-être noté dans les images, elle est particulière. Elle est nommée Crystal Face et de série sur cette version RS, et en fait ce qui est cool c'est qu'elle s'illumine d'une certaine manière pour venir souligner le caractère un petit peu plus violent de ce Enyaq coupé. Alors elle sera également disponible sur d'autres versions, mais c'est intéressant de voir cette proposition qui, quand on la regarde de près, est un petit peu étrange parce que forcément pour faire le côté illuminé il faut une calandre transparente, du coup quand elle n'est pas allumée le rendu est un peu particulier, mais franchement en soirée ça a quand même de la gueule, il faut le dire. Et en fait ce qui est cool sur cette version RS et même de manière générale dans le style Skoda, c'est cette volonté d'offrir plus de style, plus de dynamisme, plus de structure dans le design des voitures qui font que rien que quand on regarde le capot de ce Enyaq, on peut voir toutes les lignes de force qui vraiment apportent une identité assez appréciable, même sur ce capot qui est relativement court et qui vient embrasser cette fameuse calandre Crystal Face. D'ailleurs, sur la version RS, qu'on peut noter, c'est tous les éléments noirs laqués qui donnent ce côté un petit peu plus sportif à ce qu'il paraît. Et même dans les inserts en partie basse, on peut voir qu'ils sont plus musclés, plus agressifs. Et j'apprécie le petit détail que je pourrais noter, c'est peut-être que toute cette épaisseur de noir donne une identité peut-être un petit peu trop forcée. J'aurais bien voulu un peu plus de finesse, mais l'identité RS est quand même bien insérée. Surtout que si on regarde du côté des feux, c'est assez cool de voir qu'ils ont réussi à garder des feux qui sont assez imposants d'une certaine manière, mais pour autant ils arrivent à vous mettre de la subtilité dans le style. On peut voir par exemple le petit renfoncement qu'on a juste sous le feu qui vient donner un peu plus de caractère au véhicule. Ça marche bien, la signature lumineuse est simple mais efficace, un petit peu nerveuse, encore une fois, plein de petits éléments qui donnent du caractère à ce Enyaq RS. Même en partie basse, on peut voir que c'est simple mais efficace. Et c'est vraiment ce que j'apprécie chez Skoda. On aurait presque envie d'avoir un petit rendu, voire du vrai carbone sur la lame en partie basse, mais il faut quand même pas oublier que c'est à la base un SUV plutôt familial, donc ne nous emballons pas et continuons notre petit tour du style. On peut parler des jantes qui forcément sur notre version sont en 21 pouces, histoire de poser la voiture. On a pris une version plutôt ajourée, vous aurez des jantes qui sont moins stylées mais qui optimiseront l'autonomie du véhicule, et ce sera à vous de faire vos choix en fonction de vos préférences pour le style ou pour l'efficacité. Globalement sur ce profil, c'est intéressant parce que si on regarde que au-dessus de la ligne de caisse, je trouve que ça marche bien. Ça fait véritablement véhicule coupé, même si je ne comprends pas trop l'intérêt de poser ça sur un SUV. À un moment donné, faites des choix. Toujours est-il que ça vient optimiser l'aérodynamisme. Quand on regarde juste sur le profil, le rendu et marche quand même plutôt pas mal. Ce que j'aime pas trop ici, c'est cet insert qui vraiment a l'air d'être posé un petit peu en dernière minute pour venir casser un petit peu tous ces éléments, toute cette masse de carrosserie, et qui marche limite mieux sur une version Sportline où le travail de mise en valeur de l'insert, même s'il n'a pas la finition noir laqué, attention, on est sur la version RS, marche mieux à mon sens. Mais globalement, sur le profil, je dois le dire, ça marche. Surtout qu'on a ce toit noir vitré, donc qu'on verra à l'intérieur, qui franchement vient contraster un petit peu. Et en fait, mon problème, il est plus sur l'arrière du véhicule parce que la contrainte quand vous faites une version coupée, c'est garder de parce que la contrainte quand vous faites un SUV coupé, c'est de quand même garder de l'habitabilité aux places arrière et potentiellement de garder du volume de coffre. Alors que dans l'idée, si tu faisais un véhicule coupé, tu aurais tendance à vouloir optimiser un petit peu le côté fluide de la retombée de toit et du coup venir la faire tomber encore
plus nettement. Mais là, ils sont obligés de faire des sacrifices pour le volume. Du coup, on se retrouve avec un toit qui tombe un peu haut pour garder du coffre, pour garder des places arrière, et qui du coup fait que après, tu te retrouves avec toute cette hauteur pour revenir rejoindre le pare-choc en partie basse. Et comme vous pouvez le voir, regardez, la hauteur de cette retombée de toit, elle m'arrive à la poitrine. Donc après, ils doivent se débrouiller avec toute cette zone de carrosserie pour faire quelque chose qui a un petit peu de gueule. Et honnêtement, ça n'a pas beaucoup de gueule, quoi. C'est un petit peu un mur de carrosserie avec lequel ils doivent se débrouiller un peu comme ils peuvent, et du coup, ça manque un peu d'amour. Et c'est là où je vois la contrainte des SUV coupés, c'est que ça marche à peu près bien, mais l'intérêt sur le popotin est assez limité. Toujours est-il que dans l'ensemble, ils s'en sortent pas si mal. Et du coup, j'ai envie de leur tirer mon chapeau d'une certaine manière, parce qu'en plus, il faut le dire, il y a une clientèle pour ces véhicules, qu'on le veuille ou non. Et les amis, un des points forts intéressants sur Enyaq, et en plus ici sur la version RS, c'est l'habitacle. Parce que les amis, que c'est bien fait. Je vous avais déjà parlé de l'Octavia et franchement, j'avais apprécié la nouvelle proposition habitacle de Skoda. Et ça se confirme encore avec l'Enyaq parce que, c'est une voiture dans laquelle on se sent bien. Sur cette version RS en plus, on a ce petit atout de sportivité et surtout en termes d'agencement, de rangement, d'espace à vivre, il y a de quoi faire. Rien que si je vous parlais du volant, la finition, les insertions des boutons, cette petite molette incroyable qui vient tomber sous les pouces des deux côtés, c'est parfait. Autre élément que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une insertion d'écran derrière le volant qui, pour une fois, nous propose une petite taille très discrète qui fait que vous n'avez pas un volant énorme. Ça va venir vous afficher juste les informations dont vous avez besoin et moi, ça me va très bien. Ici, comme on est sur une version électrique avec un frein régénératif sur plusieurs niveaux, vous avez des palettes derrière le volant, vous avez des commodos plutôt bien installés et surtout une vision sur la route qui est très appréciable avec notamment un affichage tête haute sur lequel on reviendra dans quelques instants. En position centrale, ce grand écran est impressionnant et son intégration me laisse un petit peu pantois, mais on est sur 13 pouces, un petit peu haut, ça déplace un peu du tableau de bord et je vous avoue que sur autoroute pendant de longs trajets, ça m'embêterait un peu, mais ils ont le mérite de vous donner une surface tactile digitale plutôt importante. Vous avez une zone tactile juste en bas qui va vous permettre par exemple de régler le volume de votre voiture et après les aérations sont très discrètes, ça fait plaisir. On a une sorte de petit surplomb qui vient intégrer des lumières d'ambiance qui font plaisir en roulage nocturne et des petits boutons physiques toujours preneurs pour les éléments clés et ça c'est un bon point. Par exemple là, le désembuage se trouve ici, tous les éléments importants. Et alors là les amis en rangement, attention parce que c'est du bonheur, regardez, les portes gobelets sont à portée de main et juste derrière vous allez avoir des emplacements pour mettre votre téléphone, des pièces de monnaie, de la charge à induction. Je crois même qu'il y a, non, il n'y a qu'un seul port de charge à induction. On a deux ports USB type C qui viennent se trouver tout au fond de cet emplacement. Encore du rangement pour un deuxième téléphone pour venir mettre des clés, des lunettes de soleil, des paquets de mouchoirs, du gel désinfectant parce que vous connaissez la situation. Et juste à votre droite, près de votre jambe, vous allez pouvoir très simplement utiliser les commandes pour faire avancer, reculer ou le frein de parking pour utiliser, bloquer la voiture, c'est pas mal. Et en plus, si vous avez besoin d'encore plus de rangement, il suffit qu'on descende délicatement en partie basse et vous pouvez voir que vous avez encore une grosse installation qui va vous permettre par exemple de mettre nos appareils photo pendant notre tournage. Et ce n'est pas fini. Et ça, c'est cool. On ouvre cette petite boîte et on est chez Skoda. On est dans le Simply Clever. Donc, vous avez ce premier petit bac qui vous permet de mettre des choses si vous le souhaitez. Et on pourrait se dire, il s'arrête là, c'est déjà cadeau, ça fait plaisir. Mais non, ils vous mettent encore un petit bac. Et ça donne une profondeur qui est assez impressionnante parce que pour le coup, je crois même, les amis, que c'est tellement profond que je ne sais plus dans quel sens c'est, mais je peux. C'est incroyable. C'est incroyable. Et comme on est sur une version RS, j'ai oublié de vous parler un petit peu de matière. Vous avez forcément cette petite touche d'Alcantara qui fait plaisir, les petites surpiqûres vert pomme comme la couleur de notre carrosserie et les sièges RS qui sont un petit bonheur parce que ils donnent cet atout sportif, ce côté un petit peu agressif et en même temps, en termes de maintien, en termes de confort, on est vraiment bien dedans. Ils viennent vraiment entourer votre corps et moi qui ai un dos plutôt large, je vous le dis, je me sens vraiment bien. Et en plus de ça, la prise en main du volant qui pareil a un petit cuir perforé, des petites surpiqûres, c'est du bonheur. Vraiment du bonheur, c'est fou ce qu'ils proposent. Et j'ai failli oublier de vous dire un truc qui a quand même son importance. Ici, sur cette version Skoda Enyaq RS, vous avez le toit vitré qui est de série, qui est immense. Le petit truc qui est un peu dommage, c'est que en passager avant, vous en profitez pas vraiment parce que vous pouvez voir, il commence juste au-dessus de ma tête. Mais cette baie vitrée immense dans l'habitacle, bonheur pour l'insertion de lumière, et c'est les petits points qui font plaisir. J'ai même oublié de vous dire un truc. Boîte à gants immense. On peut y mettre pas mal de choses et c'est les petites touches qui font plaisir. Franchement, cet habitacle
est incroyable. Et déjà rien que pour ça, j'aime beaucoup cette voiture, je vais pas vous mentir, on s'y sent extrêmement bien et on a vite envie de passer du temps dedans. Et bien évidemment, le petit point contre-porte. Le truc amusant, c'est qu'en termes de finition, c'est pas incroyable. Mais c'est placer les matériaux au bon endroit qui vont faire la différence. Et déjà, rien que quand on vient voir le travail sur le petit loquet qui vous permet d'ouvrir la porte, c'est un petit bonheur. Il y a même une petite lumière qui va venir le mettre en valeur. Vous avez ce petit simili-carbone et l'insertion de LED qui est bien faite. L'Alcantara placé juste à l'endroit de votre coude pour lui donner un petit peu d'amour, de délicatesse et de douceur. Toute la zone ici est en plastique, très simple, mais c'est pas un problème. Et même le plastique ici est légèrement perforé pour laisser de la place aux haut-parleurs. Et c'est des petits détails qui font qu'en fait, cette porte est trop bien pensée. Ici, vous avez un plastique légèrement moussé. Et franchement, moi, c'est cette poignée qui, à chaque fois que je viens la prendre en main, me fait trop plaisir parce qu'elle est pensée avec ergonomie, design, volupté, délicatesse, amour et c'est tout ce que j'ai envie d'avoir sur un véhicule. Oui, je suis parti en couille. Et bien évidemment les amis, il faut qu'on parle quelques instants du multimédia parce que quand on vous met un écran de 13 pouces, c'est un petit peu une manière de dire on est confiant dans ce qu'on vous propose. Et je dois le dire, j'ai été un petit peu déçu d'une certaine manière de cette interface parce que déjà rien qu'en termes de style, je trouve que ça fait un peu vieillot en comparaison de cet intérieur, de cet habitacle vraiment bien fini. Et du coup quand on regarde, là on est sur la zone d'accueil, donc vous allez avoir tous ces éléments qui sont personnalisables. Là par exemple je me suis mis un raccourci vers Android Auto parce que c'est disponible avec Apple CarPlay, vous le savez pour ceux qui sont dans la technologie moderne. Et pareil là, vous avez plusieurs pages sur lesquelles, comme vous pouvez les voir à travers tous ces petits plus, si je reste appuyé, on peut venir mettre les raccourcis qu'on souhaite. On va pas aller trop loin parce que ça prend du temps, mais vraiment, si vous le souhaitez, en termes de raccourcis, il y a de quoi faire. Vous avez ici toute la zone véhicule avec parfois des petits temps de chargement qui sont un peu embêtants, mais là, ça a fonctionné parfaitement. Des fois, la voiture arrive et elle bloque avant d'être présente complètement. Et tous les éléments liés au fait que vous avez un véhicule électrique, votre consommation, l'autonomie, vous allez également pouvoir voir du côté de la batterie comment ça vous situez. Est-ce que c'est ici? Non, c'est plutôt par ici. Où me suis... Ah, le bug. Vous l'avez vu le bug? Par exemple, les petits trucs qui m'énervent, c'est que via l'écran tactile, c'est là où vous allez gérer pas mal d'options de la voiture. Là, par exemple, on est sur intérieur et je peux activer ou désactiver à travers l'écran tactile l'affichage tête haute. Donc là, par exemple, je viens appuyer et il va s'afficher en face de moi. On en parlera dans quelques instants, mais le fait d'à chaque fois devoir passer par l'écran tactile, c'est un petit peu embêtant. Là, on peut tourner autour de la voiture pour aller sélectionner certains éléments en fonction des besoins. Par exemple, du côté essuie-glace, il y a certaines choses que je peux régler à travers l'écran tactile. Plein de petits éléments comme ça qui font que faut vraiment prendre le temps quand vous achèterez cette voiture d'aller observer tous les éléments qui sont à disposition. On peut d'ailleurs noter qu'ils ont pris le temps de nous mettre notre petite calandre Crystal Face. Et ça fait plaisir, mais le coloris n'est pas le bon. Dans l'ensemble, c'est quand même un système qui marche. C'est déjà un bon point. Les interfaces m'attriste un petit peu, clairement. La climatisation est disponible à travers l'écran. Pareil pour les sièges chauffants. Et en partie basse, on est censé avoir un élément tactile qui nous permet de contrôler le volume. Mais franchement, il marche une fois sur 40. C'est-à-dire que là, par exemple, théoriquement, quand je swipe comme ça devrait monter le son, mais ça ne veut pas. Si j'appuie ici, ça monte, descend. Et si j'appuie ici, ça monte que d'un cran. Vous voyez ? Là, j'ai pas de réponse du tactile, je sais pas pourquoi. Et ça, c'est les éléments où tu te dis, bah, mettez-moi juste une petite molette et d'un point de vue tactile, ça fonctionnerait parfaitement. Ce qui nous amène du coup aux éléments physiques qui marchent bien, des boutons simples, efficaces sur lesquels j'appuie et qui vont me donner accès à des réglages directs sur la voiture, au mode de conduite par ici, aux assistances de parking par ici, ensuite warning, blocage des portes, climatisation, désembuage, etc. Ça, les petits boutons physiques, plaisir qu'ils les aient laissés parce que comme vous pouvez le voir côté écran tactile, c'est mi-figue, mi-raisin. Et on peut même parler de cette petite zone en partie haute qui va vous donner encore une fois accès à d'autres raccourcis si vous le souhaitez, et notamment également au profil de conduite. Dans l'ensemble, vraiment, il faut prendre le temps de se poser. Ça fonctionne, mais pas parfaitement de ce que j'ai pu voir. Et sur un véhicule qui est aussi bien fait, c'est vrai qu'on s'attendrait à quelque chose d'un petit peu plus abouti. Mais globalement, écoutez... c'est juste ce côté écran posé là, sans intégration, qui déplace un peu du tableau de bord, qui m'embête un peu. Sinon, franchement, en termes de système, allez, avec un peu de chance, ils vous font une mise à jour dans 1 an et vous serez pas si mal avec quelque chose qui fonctionne. Voilà. Et du coup, puisqu'on est sur un SUV plutôt familial, à l'arrière, qu'est-ce que ça donne ? Eh ben écoutez, comme vous pouvez le voir, il y a de la place. Le siège est réglé pour moi et on a pas mal de marge. Et honnêtement, on se sent bien. Même avec les petits baquets, la vision sur l'avant est pas trop mal. Forcément, on en perd un petit peu. Mais le ressenti est bon. En position centrale, on a un accoudoir
qui est un peu dur mais moelleux quand même. Des ranges gobelets, la trappe à ski si nécessaire. Et qu'est-ce qu'on peut regarder? On a de la clim bi-zone, siège chauffant à l'arrière, il faut le noter. Et il y a des éléments chez Skoda que j'aime beaucoup. Déjà le petit rangement pour le téléphone, ça c'est un point appréciable. Et si vous montez à 3, on pourrait penser qu'il y a un tunnel central. Sauf qu'en réalité c'est un élément que vous pouvez enlever si vous le souhaitez. Et regardez, truc cool, là vous pouvez mettre un gros objet si vous le souhaitez. Et si vous avez besoin d'un porte-gobelet, tout simplement, hop, la petite lanière pensée intelligemment. C'est les petits détails qu'on aime beaucoup chez Skoda. Et quand vous n'en avez pas besoin, vous le mettez dans le coffre si par exemple vous voulez faire de la place pour un troisième individu à l'arrière. La sensation est bonne. Franchement, le toit, les amis, c'est beau. Et d'ailleurs, en parlant du toit, il faut que je vous montre un truc, parce que je les aime trop, ces gens-là. Le petit détail avant de vous parler du coffre, c'est cet élément caché sous la plage arrière. On s'est demandé ce que c'était, et en fait, c'est un pare-soleil pour le toit panoramique. On va essayer de l'installer. C'est pas si simple que ça, mais c'est cool. Alors, le truc, par contre, c'est que c'est pas aussi simple que ça à installer tout seul. Mais quand vous l'installez et que vous arrivez à le mettre en place, il y a des petites languettes théoriquement qui vous permettent de faire en sorte. Alors, ça peut prendre un peu de temps, les amis. Vraiment, si j'y arrive du premier coup, félicitez-moi dans les commentaires. Faites-vous un kiff parce que, je crois. Hop là. Et là, admettons que vous êtes dans le désert, que le soleil tabasse, vous avez cette petite structure bien pensée, bien cachée dans la voiture, qui vous permettra d'assombrir un petit peu votre habitacle et d'éviter les rayons du soleil. Simply, clever, comme Skoda. Et vous avez vu, je l'ai installé très facilement, à peu près, mais voilà. Là, on a de la... Bon, il n'est pas installé parfaitement, mais vous avez compris l'idée. On va voir le coffre. Et du coup, du côté du coffre, après avoir rangé tranquillement mon pare-soleil à l'emplacement prévu à cet effet, nous avons à disposition 570 litres. Alors, j'ai un petit doute sur le fait que dans cette configuration, on soit à 570 litres. Le truc cool, c'est que comme vous allez pouvoir le voir, du rangement, il y en a à gogo. Parce que là, on a notre petite sacoche pour le stabilisateur. Sur les côtés, on a ce petit sac Skoda. Et ce qui est cool chez Skoda, c'est le Simply Clever. Donc là, vous avez des petits crochets rabattables qui vont vous permettre de fixer des sacs par exemple. Vous avez des filets sur les côtés ou à l'avant, pareil, qui vont vous permettre de mettre des éléments si vous le souhaitez très simplement. Vraiment, il y a du rangement partout. Évidemment, on peut très simplement rabattre la banquette arrière pour gagner encore du volume. C'est plein de petits détails tout simples, très faciles, qui font qu'au quotidien, ça va être un bonheur d'utiliser cette voiture. Franchement, il y a de quoi faire. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que également ici, vous avez un emplacement pour y mettre des câbles si vous le souhaitez. Vraiment, les amis, il y a largement de quoi faire. Il y a même une petite prise, allume-cigare. Et franchement, faut reconnaître que même pour un SUV coupé, il y a de quoi faire et ça fait plaisir. Coffre efficace avec un petit bouton pour le refermer et s'en aller sans le regarder. Par contre, les amis, il faut qu'on discute 3 secondes parce qu'en fait, il y a un truc qui m'intrigue un peu. Parce que si vous en arrivez à vouloir un SUV coupé, c'est-à-dire que grosso modo, ce que vous demandez, c'est une berline classique tricorps surélevée. Sauf que dans les faits, si vous voulez une berline coupée, c'est que vous voulez plus de dynamisme, un petit peu plus de style sur l'arrière. Et au final, il existe une certaine voiture qui se nomme Octavia, qui existe également en version RS et qui est grosso modo un SUV coupé en plus stylé, parce que plus proche du sol, parce que le toit tombe d'une manière plus agressive, c'est plus fluide. Après, je suis d'accord avec vous, l'Octavia, elle n'existe pas en électrique. Mais en même temps, comme tout le monde a envie d'acheter des SUV, les constructeurs, ils vous suivent et on se retrouve avec cette petite beauté. Mais réfléchissez un petit peu, donnez de l'amour et continuons cet essai parce que je l'aime bien, je dois le dire. Mesdames et messieurs, voici le moteur. Il y a des informations importantes à prendre en compte. Le capot est assez lourd, donc musclez-vous avant d'acheter cette voiture. Vous n'avez pas de vérin, il faudra utiliser la béquille. Le moteur ici présent est relativement discret, mais on n'est pas expert en véhicule électrique. Et il y a toujours des petits éléments Simply Clever pour venir déverser les liquides si vous le souhaitez. Truc à prendre en compte, sur la version RS, on a 300 chevaux. Et il n'y a pas seulement un moteur sur le train avant, il y en a également un sur le train arrière pour une transmission intégrale. En termes d'autonomie, on a une batterie qui nous offre 88 kWh, ce qui est, d'après Skoda, l'équivalent de 504 km d'autonomie annoncée sur cette voiture. Je pense qu'on est un petit peu moins, mais honnêtement, vous allez être pas mal du tout. On parle d'une accélération de 0 à 100 en 6,5 secondes et la vitesse maximum, c'est 180 km/h. C'est 20 de plus que les versions classiques parce qu'ils vous font ce petit bonus. Honnêtement, à rouler, et on va y aller dans quelques instants, c'est pas mal du tout. Il y a de la puissance, il y en a même plus que ce qu'il ne faut pour un véhicule qui fait 2 tonnes 2. Ok, mamacita de Colzano, on est en Italie. Bon les petits potes, on est sur la route et on va tout de suite commencer en ville, sur les petites routes italiennes pour parler un petit peu, attention,
de l'usage urbain de cette voiture. Alors, je vous le rappelle, on est sur la version 300 chevaux et le truc intéressant, c'est de se dire très rapidement qu'on n'a pas besoin de toute cette puissance malgré le fait que la voiture fasse 2 tonnes 2. Truc cool quand on est en ville, c'est que vraiment véhicule électrique, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire cette expérience, que c'est apaisant, que c'est fluide, facile. Et forcément, en plus, avec cette version à transmission intégrale, hop, petit coup de gaz, et je fais tomber des éléments de la voiture tellement ça pousse. Et j'étais à 3% de la profondeur de pédale. Et déjà largement en accélération pour la plupart des situations en ville, vous aurez la puissance nécessaire en toutes circonstances. Donc vraiment les 300 chevaux, c'est le petit bonus si vous avez les sous, mais il n'y en a même pas besoin d'autant parce que avec l'immédiateté de l'électricité, c'est trop facile. Et là on va rentrer dans un petit chemin un petit peu sinueux. Alors je vais pas pouvoir rouler vite et je trouve que ça n'a même pas d'intérêt d'avoir un châssis sport. En plus de ça, sur cette version, on a le DCC qui est la suspension pilotée qui du coup nous permet sur cette version RS qui théoriquement a un châssis sport d'avoir dans la configuration la plus soft l'équivalent de ce qu'on aurait sur une version Enyaq classique en termes de suspension. Du coup, la voiture est plutôt confortable. Après, élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ici on est sur des jantes plutôt profil bas des pneus plutôt profil bas avec des jantes 21 pouces. Donc on sent quand même quelques remontées d'informations et de son. On sent que les suspensions travaillent un peu, mais forcément avec nos petits pneus d'une certaine manière, ça tape un peu. Et globalement, c'est quand même une voiture qui est fort agréable à conduire. Vous avez évidemment plusieurs modes de conduite. Donc par exemple, là je peux voir que je suis en normal, je peux descendre en confort, ce qui devrait... Je crois même que je le ressens physiquement que la voiture s'assouplit un petit peu. Ce sera amusant de tester en passant une aspérité de la route pour voir si c'est réel. Mais là, ça devient facile. Après, il ne faut pas oublier qu'on est sur un SUV. Certes, il est coupé, mais c'est quand même un SUV. Ce qui veut dire qu'en plus du pack batterie, vous êtes assis assez haut. Et même là, je suis au plus bas. Et clairement, j'ai cette sensation un petit peu intrigante d'être trop haut par rapport au fait que j'ai un véhicule qui se veut, d'une certaine manière, dynamique. Toujours est-il que... Oh là là, les amis, ça accélère beaucoup trop. Mais en fait, ça va être une très bonne voiture pour le quotidien. Oubliez tout ce qui est badge RS et tout. Franchement, moi, je trouve que ça n'a pas d'intérêt d'aller chercher le dynamisme sur un véhicule comme ça. Ce qui va être intéressant, en fait, c'est plus juste de l'utiliser dans la vie, la vraie, c'est-à-dire pour aller faire ses courses, pour se promener en famille, pour l'utiliser vraiment dans des usages assez classiques. Là, vous allez profiter d'un véhicule intéressant parce que vous allez avoir une autonomie assez conséquente. Je rappelle, batterie 88 kWh. Et en plus de ça, de tout le confort en fait déjà de cet intérieur qui est juste excellent. En plus avec cette version RS, la prise en main du volant est ultra agréable et également de toutes les points positifs en fait de l'électrique qui font que là par exemple je profite d'un silence qui est juste bluffant quoi. Imaginez si j'étais sur les places arrière, j'aurais le toit panoramique immense qui me ferait un bain de lumière et une bonne occasion de profiter du paysage encore plus facilement. Et je crois qu'en fait limite l'essai pourrait presque s'arrêter là parce que il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup plus pour se laisser convaincre par cette voiture. Au quotidien, ça va être très agréable à utiliser. J'aurais quand même tendance à vous conseiller de prendre des jantes plus petites, sauf si véritablement... Après, un point important à noter, c'est qu'en Italie, quand même, elles sont assez abîmées les routes. Du coup, c'est vrai qu'en France, ce serait peut-être un petit peu plus silencieux. Parce que là, clairement, les routes sont explosées. Et du coup, c'est pas simple. En France, je pense que ce serait quand même encore plus silencieux en bruit de roulement, tout simplement parce qu'on a des routes plutôt qualitatives. Et j'aimerais bien trouver une petite portion pour rouler dynamiquement, pour voir un petit peu ce que ça propose. Mais regardez, je suis en mode confort. Juste petit exemple sur l'accélération, je mets plus au plancher. J'ai failli perdre Jordan. On n'est pas en mode sport. Et juste parce que, évidemment, on est là pour tester, pour apprendre, pour expérimenter, j'ai envie de vous dire, Jordan. Accroche-toi à quelque chose, on va essayer un petit peu de... Regardez. Il y en a, et là, en fait, ça devient plus instantané. La poussée n'est pas forcément plus forte qu'en mode confort, mais elle est plus instantanée. C'est-à-dire que là, j'appuie... Oh là là, les amis, 300 chevaux, 2 tonnes 2, 6 secondes 5 au 0 à 100 km/h. Et dans le quotidien, vous n'aurez pas besoin de plus. Qu'est-ce qu'on peut noter? Évidemment, on a un mode break. Donc, si je le mets, quand je touche à rien... Alors, là, il n'est pas très haut. Et si j'augmente un petit peu sur la palette...
effectivement, vous voyez, la voiture va complètement tomber à l'arrêt. Le mode break est pas mal parce qu'on est quasiment sur l'équivalent d'un mode one pédale, c'est-à-dire que vous n'avez quasiment plus à utiliser votre pédale de frein. Je relâche, la voiture ralentit tranquillement et j'attaque mon virage sans aucune problématique. Franchement, c'est pas mal. Et un autre point dont je dois vous parler, c'est l'affichage tête haute, qui est assez convaincante, et notamment l'aspect réalité augmentée, qui va venir mettre des informations. Par exemple, si vous aviez un véhicule devant vous et que vous mettiez le régulateur de vitesse adaptatif, il y aurait une petite ligne qui viendrait souligner la voiture devant vous pour vous dire que le véhicule l'a bien prise en compte et qu'elle se base sur sa vitesse pour définir la voiture de votre véhicule. C'est des petits éléments qui sont un petit peu gadgets, mais ça marche plutôt bien, surtout que par exemple pour le GPS, vous auriez une flèche qui vous dirait attention, bientôt tu tournes à droite, une flèche, comment dire, en réalité augmentée. Par exemple, là j'ai une petite ligne qui m'explique que la ligne blanche, parce que des fois peut-être que j'oublie que le principe c'est de ne pas dépasser les lignes blanches, et elle est là. C'est-à-dire que si je me rapproche délicatement, voilà, la petite ligne s'affiche pour me dire quoi, mais non, attention, on a le maintien dans la voie qui t'empêche d'y aller. C'est des petits éléments graphiques assez intéressants pour les gens qui ne sont pas de grands experts de la conduite ou qui s'oublient un petit peu lorsqu'ils prennent le volant, qui ne sont pas inintéressants à avoir, même si l'utilité n'est pas vraiment importante. Vous pouvez vous en passer, soyons très honnêtes. Par contre, juste l'affichage tête haute de base, ça c'est du bonheur. La partie réalité augmentée, ce n'est pas nécessaire. Et comme vous pouvez le voir, je peux pas rouler à bon rythme. On est limité à 50 ici par exemple. Je suis même un tout petit peu au-dessus. Et je peux par exemple, par contre, vous parler du petit affichage derrière le volant. Jordan, si tu arrives un petit peu à la remontrer, le truc en fait, c'est que c'est trop marrant. Ils ont choisi de faire un écran tout petit. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'informations à prendre dedans. Vous allez avoir des éléments liés à votre GPS, des éléments liés à votre vitesse, à votre autonomie, et également des éléments liés au régulateur de vitesse adaptatif que je vais essayer d'activer. Voilà, il est activé actuellement, il me semble. Oui, il est activé, tout à fait. J'ai même la petite ligne qui me dit que je vois qu'il a bien pris en compte la voiture. Mais voilà, c'est un écran qui est vraiment simpliste. Et d'une certaine manière, pourquoi pas? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un petit écran de 13 pouces en zone centrale, plus l'affichage tête haute. Donc, si en plus de ça, ils nous avaient également mis un écran géant derrière le volant, ce ne serait pas forcément nécessaire. Donc, d'une certaine manière, sur ces aspects-là, en termes d'agencement des écrans, on est bien loti. Et c'est tout ce qu'on peut demander. Si on est bien loti, vous êtes bien loti, et c'est cool. Surtout que, encore une fois, en fait, c'est presque pas la conduite qui compte dans cette voiture, même si c'est agréable. Ce qui compte, c'est à quel point on se sent bien à son volant. Je veux des amis, je veux faire des road trips à bord de cette voiture. Et en plus, le savoir qu'avec 300 chevaux, je pourrais les faire de manière, comment dire, simplifié, c'est comme ça qu'on va le définir, et c'est tout ce qu'on peut demander. L'hôtel est à droite, mais j'ai envie de continuer un petit peu, il me reste quelques images à faire, mais dans l'ensemble les amis, c'est vraiment une voiture qui est appréciable. Je vais pas vraiment parler de consommation parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps d'aller très loin. Ce que je voulais voir, moi, c'était surtout l'expérience Enyaq en termes de proposition intérieure, en termes de style, et globalement, est-ce que c'est une voiture dans laquelle je me sens bien quand je roule un petit peu? Et la réponse est oui. Et cet SUV coupé, on va en discuter pour finir un peu cette vidéo, mais quand même, faut le dire, c'est une proposition qui est pas mal du tout. Les amis, on arrive à la fin de cet essai et on doit partir comme d'habitude. Vraiment, on pousse jusqu'aux dernières limites de l'essai pour vous donner notre tour d'impression. Et franchement, ce petit SUV coupé, dont le nom est, si mes souvenirs sont bons, Skoda Enyaq RS iV coupé, me plaît beaucoup. Il y a toujours cette petite, comment dire, compromission d'une certaine manière sur le principe de faire un SUV coupé. Toujours est-il que la voiture est juste excellente à utiliser au quotidien, que ce soit sur le style, à part peut-être à l'arrière, ou sur le ressenti dans l'habitacle ou en train quand on le conduit. C'est franchement un petit bonheur et c'est un véhicule que j'aurais bien pris pour aller directement jusqu'à l'aéroport ou voire même jusqu'en France. Honnêtement, ça mériterait un essai un petit peu plus long. Toujours est-il qu'en termes de ressenti sur cette première découverte, petit bonheur. La version RS, vous n'en aurez pas forcément besoin parce que 300 chevaux, c'est pas nécessaire là-dedans. Avec l'électrique, ça envoie très facilement. Et du coup, vous pouvez aller sur une version un petit peu plus basse. Vous trouverez toujours du plaisir. Moi, j'ai vraiment kiffé cet essai. Il faut rentrer à la maison. Je vous fais des bisous. Il faut que je range mes affaires et qu'on s'en aille. Salut! Oh, faudrait... Oh, j'ai une idée. Elle est débile, mais je sais pas si ça peut marcher.